Imaginez un instant que le trésor ultime One Piece ne soit pas seulement une richesse matérielle, mais qu'il encapsule aussi les souvenirs et la joie incommensurable de Joy Boy grâce à Nefertari d'Illili, détentrice du pouvoir du Niku Niku no Mi. Imaginez que dans les recoins ombragés de cette saga, des indices sur l'éveil d'une lame noire nous ont déjà été discrètement soufflés par l'auteur. Imaginez que Koby, protégé de Garp, soit destiné à un affrontement épique contre Aokiji, un duel qui pourrait définir son destin et l'élever au rang d'amiral de la marine. Alors que le manga s'achemine vers son dénouement, de nombreuses énigmes demeurent encore voilées. Mais en scrutant attentivement les indices disséminés par l'auteur, nous pouvons entrevoir les contours de ce qui nous attend. Donc si vous voulez ne rien louper des détails cachés de l'histoire, et que vous êtes en quête de réponses à ces intrigues tissées habilement par l'esprit d'Eiichiro Oda, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait plaisir. Un grand merci à Typical Joe pour ses théories inspirantes, vous trouverez les liens vers ses travaux et son compte Twitter en description. Merci à tous ceux qui prendront le temps pour tout cela et bonne vidéo. Dans cette théorie en deux volets, nous plongerons dans les abysses de l'univers de One Piece. La première partie de notre quête s'émerge dans l'intrigue envoûtante des Shimotsuki, une lignée enveloppée de légendes et d'échos du passé, dont les énigmes semblent entrelacées dans le destin de ce monde. La seconde facette de cette théorie, intimement liée à la première, nous emmène dans le monde obscur et fascinant des lames noires. Ces armes, chargées d'histoire et de pouvoir, ne sont pas que de simples outils de guerre, mais des reliques vivantes imprégnées de l'âme de ceux qui les ont maniées. Ensemble, ces deux aspects forment un puzzle complexe, où chaque pièce détient le potentiel de révéler certains secrets profonds de l'univers de One Piece. Alors commençons sans plus tarder avec la famille Shimotsuki. L'intrigue des Shimotsuki, telle une ombre planante sur l'arc Wano, demeure l'une des intrigues les plus débattues et controversées de cet arc. Sa conclusion, apparemment inachevée, a semé le doute et la déception chez de nombreux fans. Pourtant, cette théorie invite à considérer une perspective plus profonde, suggérant que l'histoire n'a pas encore révélé tous ses secrets. Tournons notre attention vers le mystère entourant Zoro et les Shimotsuki, mais d'abord, examinons la sous-intrigue de la tombe de Ryuma, source de frustration pour bon nombre d'admirateurs de Zoro. Beaucoup attendaient avec impatience que Zoro rende hommage à la tombe de Ryuma, une scène qui, à notre grande surprise, n'a jamais été dévoilée à l'écran. Cette absence soulève une question cruciale. Pourquoi Eiichiro Oda a-t-il choisi de laisser cette partie de l'histoire dans l'ombre? Il est improbable qu'il ait simplement oublié cette scène, car la figure de Ryuma résonne tout au long de la fin de l'arc Wano. Il doit donc exister une autre explication, une raison plus subtile et calculée. La clé de ce mystère pourrait résider dans la période du saut temporel de 7 jours, un intervalle où nombre d'événements sont restés hors champ de vision du lecteur. Il est fort possible que la visite de Zoro à la tombe de Ryuma se soit déroulée pendant ce temps, échappant ainsi à nos yeux, mais pas à l'importance narrative. Si cette théorie se confirme, cette scène tant attendue pourrait bien être révélée lors d'un retour futur à Wano, un retour subtilement présagé dans les dernières pages de l'arc. Cette omission délibérée soulève des spéculations captivantes. Oda garde-t-il cette scène en réserve pour une raison bien précise? Peut-être attend-il le moment propice pour révéler des liens plus profonds ou des vérités cachées qui connectent Zoro de manière encore plus significative à l'héritage des Shimotsuki. Si cette théorie se vérifie, il est alors plausible que le dénouement de l'histoire reconduise l'équipage au chapeau de paille vers les terres de Wano. Dans ce cadre, il y a de fortes chances que nous assistons enfin à la scène tant attendue où Zoro rend visite à la tombe de Ryuma. Et cette séquence pourrait aussi coïncider avec le moment où Yamato pourrait potentiellement intégrer l'équipage. Pourquoi Eiichiro Oda choisirait-il de réserver cette scène capitale pour le crépuscule de son récit? Sa pertinence transcende-t-elle un simple hommage à Thriller Bark? Je suis convaincu que Oda attend un moment propice, où la révélation de la connexion de Zoro avec les Shimotsuki aura une résonance bien plus profonde et significative. Bien qu'Oda ait publiquement nié qu'Ushimaru soit le père de Zoro, cette affirmation pourrait bien être un leurre habile, destiné à détourner notre attention de la vérité, car même s'il n'est pas son père, il semble de plus en plus probable que Zoro entretienne des liens étroits et inexplorés avec Ushimaru. Alors comment pouvons-nous élucider davantage le mystère des Shimotsuki, en particulier hors des frontières de Wano? Et quel chemin nous reconduira vers Wano, où cette intrigue semblerait naturellement trouver sa conclusion? La réponse à ces questions nous a subtilement été fournie par Oda dans le chapitre 1054. Une observation minutieuse des drapeaux lors de la parade célébrant Sabo révèle un emblème des Shimotsuki, un indice crucial qui confirme leur alliance avec l'armée révolutionnaire. Cette connexion nous avait déjà été suggérée auparavant, mais c'est seulement maintenant qu'elle se confirme sans l'ombre d'un doute. Cette trame narrative remonte au chapitre 589.
où Dragon, en route pour Goa, fait escale au village Shimotsuki récoltant des provisions fournies par Kyoshiro. Cela implique sans équivoque que les membres de la lignée Shimotsuki font partie intégrante de l'armée révolutionnaire. Ces individus pourraient être la clé des développements futurs de cette intrigue, détenant peut-être des informations cruciales sur les origines de Zoro et sa connexion avec la lignée Shimotsuki. La présence de Zoro sur une île littéralement fondée et nommée d'après les Shimotsuki n'est probablement pas une coïncidence. En somme, il est fort plausible que ces membres Shimotsuki de l'armée révolutionnaire détiennent les pièces du puzzle, révélant ainsi la véritable étendue de la relation de Zoro avec cette illustre lignée. Cette découverte, soigneusement orchestrée par Oda, est peut-être le fil conducteur qui nous mènera à un retour triomphant à Wano, où la pleine portée de cette intrigue sera enfin révélée, déployant toute sa richesse narrative et historique. Cette idée s'insère parfaitement dans la trame narrative d'Eiichiro Oda. En effet, les Mugiwara vont devoir tôt ou tard croiser le chemin de l'armée révolutionnaire. Car premièrement, une rencontre entre Luffy et Dragon avant le dénouement de l'histoire est cruciale et inévitable. De plus, cette théorie fascinante renforce une autre supposition intrigante, celle selon laquelle Monkey D. Dragon serait l'énigmatique homme à la cicatrice de brûlure détenteur du dernier Road Poneglyph comme le sous-entend Barbe Noire. Car si les Mugiwara sont bel et bien destinés à rencontrer l'armée révolutionnaire, autant que cela serve à quelque chose d'autre que la simple rencontre de Luffy avec son père. Du coup, une telle confrontation pourrait aussi jeter la lumière sur la mystérieuse intrigue Shimotsuki. Cela suggère que l'auteur dans son génie narratif a l'intention de tisser ses fils en une révélation épique, reliant le destin de Luffy et de Dragon, la découverte du dernier Road Poneglyph et l'héritage laissé par les Shimotsuki. Dans les méandres de l'histoire, la connexion entre Zoro et la lignée Shimotsuki demeure un mystère fascinant. Cette hésitation à révéler la vérité cachée cache des choses plus profondes et plus complexes que la simple révélation d'un lien de parenté avec Ryuma. Ryuma, une figure légendaire qui a vécu il y a 400 ans, à l'époque de Norland et Calgara, est célébré pour avoir défendu Wano contre le gouvernement mondial et vaincu un dragon. Cependant, il y a un silence notable autour du rôle des Shimotsuki durant le siècle oublié, une période historique enveloppée d'énigmes et de secrets. Elle suggère que la véritable raison pour laquelle Oda retient la révélation sur la lignée des Shimotsuki de Zoro est bien plus significative que la simple gloire de Ryuma. Si les Shimotsuki ont joué un rôle crucial durant le siècle oublié, cela révèle une dimension historique oubliée, une trame cachée dans le tissu du temps. L'enjeu de cette révélation est de taille. Il ne s'agit pas seulement de découvrir une ascendance héroïque, mais de déterrer un chapitre perdu de l'histoire, un récit qui pourrait redéfinir non seulement l'héritage de Zoro, mais aussi l'histoire de Wano et par extension du monde de One Piece. En conclusion, la réticence d'Oda à clore l'intrigue des Shimotsuki et à dévoiler la visite de Zoro à la tombe de Ryuma semble être une décision stratégique, visant à préserver l'impact de révélations plus grandes. C'est à travers les fils narratifs tissés par Dragon et l'armée révolutionnaire que nous commencerons à déchiffrer ces mystères. Cette approche, prudente et réfléchie d'Oda, laisse présager que la vérité sur les Shimotsuki, une fois révélée, sera bien plus monumentale et révélatrice que tout ce que nous avons pu imaginer. Abordons désormais le volet suivant de cette théorie, plus concis, mais non moins captivant, qui nous plonge au cœur du mystère entourant l'acquisition d'une lame noire. Aujourd'hui, nous savons que la formation d'une lame noire est question d'un processus façonné par de nombreuses batailles endurées par l'épée, comme Gyukimaru le révèle à Zoro au chapitre 937. Ensuite, on sait aussi que le haki de l'armement, tel une clé mystique, joue un rôle essentiel dans l'éveil d'une lame noire, comme le suggèrent subtilement Mihawk et Yogoro dans les chapitres 779 et 939. De plus, la teinte noire qui enveloppe un sabre lorsque son utilisateur le revêt de haki de l'armement semble également laisser entendre que le haki a un rôle important dans la formation d'une lame noire. Mais d'autres contenus informatifs, comme le Road to Loftel, ont laissé entendre qu'il y a plus que la maîtrise du haki. Le plus grand indice que nous ayons sur ce mystère sont les mots de Kozaburo au chapitre 1033, qui dit que chaque sabre est comme une personne à part entière avec un caractère unique. Cela semble impliquer que les sabres ont une volonté propre, ce qui est remarquablement similaire à l'idée que les fruits du démon de type Zoan ont également une volonté propre. Et cette similitude se reflète peut-être aussi dans l'idée que les épées et certains fruits du démon choisissent effectivement leur maître. Si nous suivons cette ligne de pensée, il semble que Kozaburo nous ait déjà révélé le secret des lames noires. Une épée a sa propre personnalité et c'est à l'épéiste de la maîtriser et de la plier à sa propre volonté. Le secret pour obtenir une lame noire, au-delà de la maîtrise du haki, est qu'il serait possible d'atteindre un état d'éveil comme celui des fruits du démon. Ainsi, le secret serait un état de synchronisation entre la volonté de l'épée et la volonté de l'utilisateur. Tout comme c'est le cas pour l'éveil des Zoan comme Kaido nous l'apprend au chapitre 1046. Koby, capitaine au sein de la marine, a parcouru un chemin remarquable depuis ses débuts sous le commandement du vice-amiral Garp.
Avant la démission de ce dernier, Kobe a démontré une évolution impressionnante, le menant à intégrer l'unité spéciale des forces secrètes, SWORD. Dans les méandres du destin, la trajectoire de Kobe au sein de la marine prend une tournure aussi surprenante qu'inévitable. Garp, avec sa vision clairvoyante, a discerné dans Kobe non seulement un potentiel, mais l'avenir même de la marine comme il le dit au chapitre 1080. Cette prédiction semble se rapprocher de sa réalisation, Kobe se profilant comme un candidat précoce au rang d'amiral. La possible future confrontation avec Aokiji marquerait un tournant crucial dans le parcours de Kobe. Le souvenir de l'impuissance ressentie au moment où Garp se sacrifiait pourrait servir de motivation à l'actuel capitaine de la marine. Sa victoire sur Aokiji ne serait pas seulement une revanche, mais un symbole de passage, un moment de triomphe et d'accomplissement personnel, ainsi qu'une vengeance pour Garp, le marin qui a cru en lui. On aurait alors un combat opposant les deux élèves du héros de la marine. Ainsi, comme Luffy s'est élevé au rang de Yonko, Kobe, à travers ce combat épique, gravirait les échelons jusqu'à la position d'amiral de la marine. Ce serait un aboutissement, une preuve éclatante que même les rêves les plus improbables peuvent se concrétiser. La trajectoire de Kobe, tissée de défis et d'obstacles, est une illustration parfaite que dans le monde complexe et impitoyable de One Piece, la volonté et la détermination peuvent renverser des montagnes et forger des légendes. Il est évident, et loin d'être une révélation, que malgré l'évolution remarquable de Kobe depuis les premières pages de l'œuvre, qu'il reste encore un gouffre entre lui et la stature d'un ex-amiral tel qu'Aokiji. Cette observation, loin d'être un constat d'échec, ouvre plutôt un chapitre de spéculation et de possibilités sur les évolutions futures que l'auteur pourrait tisser pour ce personnage. Plongeons alors dans l'art subtil de l'évolution de Kobe. Quels pourraient être les power-ups envisagés par l'auteur pour propulser Kobe à un niveau où affronter un ex-amiral ne serait plus un rêve lointain, mais une réalité tangible? Depuis sa première apparition, en tant que jeune garçon timide et peu habile au combat, Kobe a considérablement grandi et s'est affiné sous l'entraînement rigoureux de Garp. Cette transformation s'est manifestée par une puissance accrue et une maîtrise plus poussée de ses compétences, notamment dans l'art du haki de l'observation lui permettant de détecter des menaces lointaines et d'évaluer la force de ses adversaires. Pour ce qui est de son haki de l'armement, on a récemment appris qu'il le maîtrisait lors de son altercation avec Pizarro sur la ruche. En outre, son entraînement avec Garp a doté Kobe de la capacité d'utiliser l'un des 6 pouvoirs, la technique de déplacement rapide, Solu. Mais alors, quelles sont les possibilités d'évolution pour Kobe? Déjà, il est évident qu'il parviendra à éveiller ses formes du haki. Pour ce qui est du haki de l'observation, cette faculté presque divinatoire pourrait bien évoluer pour lui permettre d'entrevoir des fragments du futur, à l'image des guerriers les plus légendaires des mers. Quant au haki de l'armement, il se pourrait déjà que Kobe maîtrise sa forme avancée, lui conférant la capacité redoutable de détruire ses ennemis de l'intérieur. Bien que des indices dans le chapitre 1088 semblent confirmer cette hypothèse, nous sommes encore dans l'attente d'une révélation officielle à ce sujet. Ensuite, la potentialité d'une évolution significative dans les compétences de Kobe se profile avec une aura de réflexion et d'anticipation. L'hypothèse qu'il puisse dévoiler une maîtrise approfondie des 6 pouvoirs se tisse dans le fil narratif avec sa démonstration du Geppo, pas de lune, révélé dans le chapitre 1088. Cela suggère fortement qu'il a pu, pendant l'ellipse, se consacrer à l'apprentissage et au perfectionnement de ses techniques. À la suite de cela, l'ascension de Kobe dans l'univers de One Piece semble inexorablement tissée avec des fils d'ambition et de détermination. Éléments qui, à mon sens, ne font que présager une conclusion presque inévitable, l'acquisition et la maîtrise du haki des rois. L'évolution de Kobe vers la maîtrise du haki des rois serait perçue non comme une simple progression, mais comme un destin prédestiné. Sa préservance et sa force intérieure s'alignant profondément avec l'essence de ce don inné. Et pour finir, bien qu'il n'ait pas encore consommé de fruits du démon, la possibilité reste ouverte étant donné le contrôle du gouvernement mondial sur ces fruits puissants. Même si personnellement, je pense que le travail acharné que Garp lui a transmis pour augmenter en puissance laisse entendre que Kobe atteindra les sommets uniquement en renforçant ses formes du haki, sans même avoir besoin de manger l'un de ses fruits. 過去の人々がなぜわざわざ鉱石のテキストを使い、それを未来へ伝えようとしたのか。砕けの石に歴史を刻んで世界中にばらまいた。 Imprégné d'un mystère ancestral et de révélations cachées, le One Piece pourrait se dévoiler non pas simplement comme un trésor matériel, mais comme une sphère tangible embrassant l'essence même des souvenirs et de la joie émanante de Joy Boy. Au cœur de Loftel reposerait un secret d'une valeur incommensurable, surpassant même les annales perdues de l'histoire. Un éclat de lumière intemporel qui n'a pu être capturé par les poneglyphes. De manière similaire à la façon dont Vegapunk a stocké les souvenirs de Kuma grâce au pouvoir de ce dernier, l'ancien royaume aurait magistralement préservé les souvenirs et la joie ineffable de Joy Boy, laissant ainsi dans une bulle mystérieuse destinée à être révélée aux générations futures. Laissez-moi vous expliquer. Durant le siècle oublié, les tailleurs de pierre de Wano ont créé les poneglyphes,
réputé indestructible mais déplaçable comme le montrent certains événements impliquant Big Mom ou le road poneglyph de l'île des hommes poissons. D'après Im, c'est Nefertari Dilili qui dispersa partout dans le monde les poneglyphes en un seul jour. Dans ce même chapitre, nous avons appris que ce n'était sûrement pas une erreur et que la reine Lily était sûrement une traître pour le gouvernement mondial et donc une alliée de l'ancien royaume. La clé de la réussite de ce plan résiderait dans le fruit du démon de Lily, le Niku Niku no Mi, qui lui aurait permis de téléporter les poneglyphes partout dans le monde en une seule journée sans laisser de traces de leur localisation. Ainsi, on aurait là un parallèle avec le personnage de Kuma, qui possède le Niku Niku no Mi et qui était également un allié du gouvernement mondial tout en étant en réalité du côté de leurs ennemis. Maintenant, plongeons dans les profondeurs d'un passé enveloppé de mystères, où l'ancien royaume, une civilisation aux connaissances prodigieuses, détenait les secrets d'une science avancée. Cette science, perdue dans les brumes du temps, conférait la possibilité de stocker et conserver les souvenirs, la douleur et aussi la joie de Joy Boy en lui donnant une forme physique grâce au pouvoir de la princesse Lily. Confronté à l'ombre grandissante d'un gouvernement mondial naissant, l'ancien royaume, conscient de l'imminence de sa chute, a alors pris une décision. À cause de leur désir désespéré de préserver leur héritage et de transmettre leur vérité au-delà des âges, comme le professeur Clover l'a éloquemment souligné, graver leur histoire sur des pierres incassables dispersées aux quatre vents du monde n'était pas un acte impulsif mais une stratégie réfléchie, un défi lancé au temps et à la tyrannie. L'ancien royaume, armé de la volonté et des outils, a sculpté son héritage dans l'éternité des pierres, défiant la censure et la conquête. Ces pierres, disséminées comme des étoiles dans la nuit de l'histoire, portent en elles la lumière persistante d'un savoir et d'une sagesse destinée à illuminer les générations futures. Mais dans les tréfonds de leur sagesse, les peuples de l'ancien royaume ont saisi une vérité profonde et éternelle. Ils avaient le pouvoir de transmettre non seulement leur histoire, mais aussi quelque chose de plus intangible, la joie et les souvenirs de Joy Boy. La réponse se dévoile dans ce que les pirates de Roger ont découvert à Loftel. Des révélations sur le siècle oublié, la signification du Di, les armes antiques et le passé connecté de Wano au monde. Ces éléments, bien que cruciaux, auraient pu être aisément inscrits sur les poneglyphes historiques. Mais cette révélation soulève un voile sur une vérité plus profonde, suggérant que ce qu'ils ont découvert à Loftel transcende la simple connaissance historique. Il s'agit d'une émotion pure, d'un héritage de joie, peut-être le souvenir même de Joy Boy. C'est cette joie, ce rire libérateur, qui constituerait le véritable trésor de Loftel, un cadeau d'espoir et de préservance à travers les âges. Imprégnée d'une dimension réfléchie et empreinte de mystère, cette théorie offre une perspective fascinante sur la réaction de Roger et de son équipage face au One Piece. Imaginez un instant qu'au cœur de Loftel se trouve une bulle, un reliquat d'une époque révolue, encapsulant les souvenirs et la joie inaltérée de Joy Boy grâce au pouvoir de Niku Niku no Mi. Ce ne serait pas seulement une archive de souvenirs, mais un écho vivant d'un rire contagieux, d'une joie si pure et authentique qu'elle a transcendé les âges. Ce rire, cette joie ancienne, aurait été la clé déclenchant une compréhension plus profonde des mystères du siècle oublié. En leur présence, même les pirates les plus aguerris ne pouvaient résister à l'éclat de rire, comme si le poids des siècles et les ombres du passé s'évanouissaient momentanément, remplacés par une lumière intérieure. De plus, cette idée résonne harmonieusement avec les déclarations de l'auteur, affirmant que le One Piece est quelque chose de tangible, de physique. Dans cette bulle de Loftel, le One Piece devient un pont entre le passé et le présent, un lien qui unit la joie d'un empire perdu à l'émerveillement des découvreurs modernes. 2年前にどんと敗戦島に現れたガキがガラクタを使って大砲を作っていたのには驚いた。おっさん、俺拾ってくれ。親から見捨てられたんだ。 Je vous préviens tout de suite, cette quatrième théorie est assez tirée par les cheveux, mais elle n'en reste pas moins intéressante. Il est plausible que l'une des pièces manquantes de l'énigme entourant l'origine de Franky soit déjà sous nos yeux, et ce, depuis le début de l'arc Wano Kuni. Et cette pièce manquante serait sa figure paternelle qui pourrait être nulle autre que Queen. Cette conjecture, bien que teintée de mystère, prend sa source dans les frappantes similitudes entre les deux individus. Tout d'abord, une série de similitudes intrigantes émerge entre Queen et Franky. Queen aime se produire devant un public. Il profite de ces occasions pour danser et chanter, tout comme Franky. En fait, leurs introductions sont assez similaires. Lorsque Franky a été dévoilé à Luffy, il a choisi de le faire à travers une danse. Une mise en scène qui rappelle étonnamment l'entrée en scène de Queen. Une similitude encore plus intrigante entre Queen et Franky se manifeste dans le domaine de la métamorphose corporelle. En effet, tous deux ont embrassé le statut de cyborg, modifiant fondamentalement leur apparence d'origine. Au-delà de leurs similitudes frappantes, l'auteur tisse une toile complexe d'opposition entre Queen et Franky. Queen, animé par la conviction qu'il peut utiliser ses créations à des fins malveillants, que ce soit par opposition ou simple ennui, se trouve ainsi en contraste frappant avec Franky, dont l'utilisation de la technologie s'inscrit dans une orientation bénéfique.
À Wano, ces divergences prennent une forme tangible lors des affrontements avec Chopper et Sanji. Chopper, incarnant les principes de la médecine, s'oppose à l'arme virale de Queen. Quant à Sanji, le combat revêt une nuance plus personnelle, une substitution symbolique pour sa famille. Queen, liée au passé de Sanji avec Judge, dévoile une capacité à utiliser les mêmes pouvoirs que les enfants de ce dernier, à l'exception de Reiju, la seule figure familiale que Sanji chérit aux côtés de sa maman. Mais une énigme persiste. Malgré les traits communs partagés entre Franky et Queen, deux figures qui curieusement n'ont jamais croisé leur chemin, l'allusion de Sanji selon laquelle Franky serait fasciné par la technologie de Queen ajoute une couche de mystère à cette équation. L'absence d'une scène post-raid révélant Franky explorant la technologie et les plans de Queen soulève des questions intrigantes. Quel secret pourrait être dissimulé dans les rouages de ces créations technologiques ? Et quelle convergence inattendue entre ces deux forces pourrait émerger dans le futur du récit. On pourrait soutenir que Sanji et Franky pourraient incarner une évolution surpassant la dynamique entre Judge et Queen. Une relation émaillée de tension entre Judge et Queen transparaît, une animosité palpable qui semble être au cœur de leur interaction. En revanche, l'alliance entre Franky et Sanji, forgée dans l'effort conjoint pour sauver Robin, brille d'une lumière différente. Ce mystère, cette évolution énigmatique, soulève des questions captivantes sur la nature des liens dans cet univers complexe, laissant entrevoir des révélations futures qui pourraient éclairer les interactions cachées des relations entre les personnages dans One Piece. Ensuite, autre fait intriguant, le véritable nom de King est Albert, comme dévoilé sur Onigashima, là où le mystère persiste encore sur le véritable nom de Queen, ou en tout cas son nom complet. De même, Franky, dont le nom d'origine Cutie-Flamme, reste dissimulé derrière le pseudonyme conféré par Iceberg. Mais pourquoi Oda donnerait-il à Franky un faux nom? On pourrait soutenir que c'était pour que le CP9 ne sache pas que Franky avait les plans de Pluton. Mais ce jour-là, Franky est retourné vers Khalifa et s'est présenté comme Cutie-Flamme, et le CP9 était au courant tout de suite. Ainsi, le vrai nom de Queen pourrait être quelque chose comme Cutie Queen. Dans notre exploration des parallèles subtils et des indices méticuleusement cachés par l'auteur, notre attention se focalise désormais sur le passé énigmatique de ces deux personnages. Franky est marqué par l'abandon en haute mer par ses parents pirates à l'âge de 10 ans. Queen, associé aux Mads, n'était pas un pirate. Mais certains portaient malgré eux cette étiquette. Par exemple, Clover, un chercheur érudit, était injustement classé parmi les pirates. Pareil pour Pedro, un simple aventurier. Ces parallèles dressent un tableau où les apparences trompeuses conduisent à des jugements hâtifs. Une thématique que Queen aurait très bien pu incarner en étant considéré comme étant un pirate alors qu'il ne l'était pas à ce moment-là. Ensuite, après avoir été frappé par le train des mers, Franky est tombé sur un navire abandonné qui ressemble beaucoup à l'ancien navire des Mads. Comme on le sait, le gouvernement mondial était à la recherche des Mads. Il se peut que Franky ait fait partie de ce groupe. Quelqu'un l'aurait alors jeté en mer pour qu'il puisse échapper à leur capture. Ensuite, les Mads ont abandonné leur navire en mer et Franky a fini par rencontrer Tom, là où Queen a fini par travailler avec Kaido. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Une vidéo qui a nécessité un investissement considérable de temps et de passion. Alors si ce voyage au cœur des mystères de One Piece vous a captivé, je vous invite à manifester votre enthousiasme. Un simple clic sur j'aime, un partage ou un abonnement à ma chaîne peuvent sembler anodins, mais ils sont pour moi une source de motivation inestimable. N'oubliez également pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche, afin de ne manquer aucune de nos futures aventures. Et laissez-moi aussi vos impressions ou vos théories en commentaire. Je vous invite également à explorer ma chaîne secondaire ainsi que mes comptes TikTok, Instagram et Twitter. C'est gratuit, cela me fait plaisir et cela contribue à l'essor de la communauté. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et salut!